Bonjour à tous, bienvenue à Dijon. Le V2V est rentré au pays, retour en France. Après Barcelone, après Motorland et le Mugello, eh bien ce quatrième rendez-vous de l'année se passe ici sur ce tracé mythique, magique. Et pour que la fête soit complète, eh bien toutes les catégories sont représentées. Les prototypes, les GT, les monoplaces, les feniaux et les VHC. Le tracé de Dijon est effectivement mythique, magique. Tout au long de ces 3 km 800, il faut avoir un très gros cœur. Les pilotes qui aiment ce circuit adorent par exemple le gros freinage au bout de la ligne droite des stands, ou bien encore la plongée dans la cuvette puis la remontée façon raidillon. Sans parler du dernier virage tout en dévers qui passe à fond pour les protos. C'est une fois de plus un terrain de jeu exceptionnel sur lequel les acteurs du V2V vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. David Drou est arrivé à Dijon en solide leader de la catégorie monoplace. Au départ de la première course, il loupe son envol, tasse Julien Falchero et rapidement, il prend le commandement de l'épreuve. Mais la direction de course ne l'entend pas de cette oreille. J'ai poussé mon adversaire 2 roues en dehors de la ligne des stands. Et donc ils ont considéré ça comme hors règle et donc j'ai eu un drive-through. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, j'avais un rythme super. Et puis mon ingénieur m'a dit à la radio que j'ai eu cette pénalité, je gérais à ce moment-là et j'ai commencé à pousser pour perdre le moins de position possible pendant le passage au stand. En course 2, le Suisse est égal à lui-même. Il part de la pole et l'emporte. Même lors des redémarrages après safety car, David maintient sa position et creuse l'écart. Lors de la 3e épreuve du week-end, David Drou est contraint de partir de la 5e place. Il remonte ses adversaires à la vitesse de l'éclair et l'emporte à nouveau. Sans aucun doute, Drou, c'est le patron de la catégorie monoplace. J'avais vraiment pas la rage de ce matin, c'était une erreur un peu stupide, c'était dommage d'avoir fait cette erreur. Et là, il n'y a pas besoin d'économiser les pneus, donc j'ai vraiment tout donné pour gagner la course sans laisser rien aux autres cette fois. Énorme coup de chapeau à Charlie Bizalion. En course 1, il part 8e et arrive 4e. Lors du sprint suivant, il s'élance de la 9e place. Durant 20 minutes, il va offrir aux spectateurs dijonnais un festival de dépassement pour au final croiser la ligne d'arrivée à la 3e place. Et enfin, lors de la dernière course du week-end, il est 2e sur la grille et monte sur la 2e marche du podium. Avant Dijon, il était 6e au général. Il réalise donc une belle opération. On le retrouve à l'issue de la 3e et dernière course. On visait peut-être la victoire. Bon, les faits de course ont fait qu'on a perdu quelques places. On se retrouve 3e pour le safety car. On arrive à reprendre la 2e place au restart. Et puis on a maintenu la place, dans l'ensemble satisfait. Intéressons-nous maintenant à Xavier Benecchi. Il a réalisé de belles performances sur le toboggan de Dijon en montant à 2 reprises sur la 3e marche du podium. Il a eu beaucoup de travail derrière le volant. Julien Falchero, par exemple, ne lui a pas facilité la vie. On retrouve Xavier à l'issue de sa dernière course du week-end. Premier départ, il y a eu un gros carton devant et derrière moi. J'ai pris un sandwich. Ça repart. Et après, je me prends un coup de roue par un concurrent dont je ne connais pas le nom. Il passe, il refait la même chose au concurrent qui était devant moi. Et là, ça s'accroche. Et je gagne de place comme ça. Donc j'ai eu un petit peu de chance. J'ai sapé. En fait, c'était une course d'évitement. C'était pas tellement une course de vitesse, là, cette dernière course. Mais c'était sympa. Sur un circuit fabuleux avec un beau temps. C'était fabuleux. Coup de projecteur sur la catégorie VHC. On va s'intéresser à cette Porsche numéro 50 avec son pilote Jean-François Piquet. Racontez-nous, quelle est cette voiture, quelles sont ses origines, quelle est sa vie, son passé, son histoire? C'est une Porsche 2 litres de S que j'ai rachetée, qui était à moitié préparée au niveau de la coque et sur laquelle Alain Trignan de Trignan Racing a fait une préparation en 2 litres 5 ST où nous avons la fiche d'homologation FIA internationale. Donc on a déjà fait 2 tours de Corse historiques avec et puis là c'est la première fois qu'on la met réellement sur le circuit. Alors
Alors c'est particulier ça, est-ce que c'est osé de la faire rouler sur circuit alors qu'elle est plutôt destinée à autre chose? Oui, effectivement, on a besoin, au niveau des barres stabilisatrices notamment, de la régler différemment. Elle est un petit peu souple, mais bon, faudrait l'alléger un petit peu parce qu'on a les équipements rallye. Mais sinon, je me fais plaisir et puis en 2,5 litres, ça reste une cylindrée raisonnable. Piloter une Porsche d'époque sur un tracé comme Dijon, quelque part, c'est un peu faire du rallye. Oui, et puis c'est symbolique parce que c'est quand même un circuit où on a vu des duels en Formule 1 extraordinaires. Et aujourd'hui, ma foi, on revit ça et on fait revivre l'histoire. Est-ce que vous êtes en dérive permanente? J'essaye malheureusement d'économiser mes pneus parce qu'on n'a qu'un train de pneus pour les séances d'essai plus les 2 courses de demain. Donc j'économise un petit peu et j'essaye de ne pas trop glisser. Gwenaël Delomier arrive ici en position de leader du championnat. Si Motorland lui avait été favorable, Dijon l'est un peu moins. Gwenaël monte à 2 reprises sur la 3e marche du podium et malheureusement, il est contraint à l'abandon lors de la 3e épreuve. Il s'est battu avec Cyril Denis, mais surtout avec Romain Houllier. Dans la 2e épreuve, ils ont fait leur course dans la course en collant une véritable valise au peloton. Pour autant, Gwenaël aurait préféré décrocher de meilleurs résultats. On perd un petit peu de points, bon, j'ai plus grand chose au niveau des pneus. Donc je fais ce que je peux pour l'instant et c'est pas forcément facile. Mais bon, je tiens le rythme, mais bon, je peux pas en donner davantage pour aller les chercher pour l'instant. Cyril Denis, le métronome, le roi du copier-coller. 3 courses et à 3 reprises sur la 2e marche du podium. Il fait partie du club des incontournables du plateau Feugnot. Il a bagarré et donc passé du bon temps avec ses copains Delomier et Houllier. Je pense que je suis pas trop mal. Après, voilà, il y a l'expérience de Romain, surtout l'expérience de la voiture, de la mise au point. 3 x 2, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait, de la régularité, marquer des points pour essayer de remonter un peu donc, au championnat. Là, je pouvais pas faire beaucoup mieux, je pense. Coucou, le revoici. Romain Houllier, c'est le grand perdant de Motorland. À Dijon, il se rappelle au bon souvenir de tous. 3 pôles et 3 victoires. Comme toujours, il a épaté la galerie en se frottant avec Nicolas Canard, Cyril Denis et Gwenaël Delomier. Romain Houllier, le showman, le bouillonnant, l'excessif, le fabuleux. On le retrouve à l'issue de la 3e et dernière manche dijonnaise. Le championnat n'est toujours pas joué. Aujourd'hui, ce week-end, on fait un carton plein. Première fois de l'année, on l'attend depuis un moment. Donc là, ça fait plaisir. Et bien sûr, il ne faut pas oublier toute l'équipe derrière nous. Là, ils ont vraiment bossé dur après Motorland pour trouver le setup qui nous allait bien. Et ça paye à Dijon, donc c'est parfait. Dans un instant, rencontre avec Andrea Montermini et puis résumé de la course GT. Mais d'abord, voici un tour de piste à bord de la Mercedes SLS des frères Stucki et Frédéric Yerli. Avec Andrea Montermini, l'un des pilotes de cette Ferrari numéro 51. Ça se passe très très bien pour eux au championnat. Ils sont en lutte clairement pour le titre. Andrea, pourquoi vous avez choisi de rouler dans le championnat V2V, dans ce championnat français ?
Nous avons fait 2 courses l'année dernière avec le monde de pilotes qui sont très très bons. Il va apprendre beaucoup de choses dans le championnat et m'a appelé pour aider le team, l'écurie et la voiture pour aller plus vite possible. Et moi, je suis très intéressé toujours pour être en ce championnat, et sûrement parce que c'était très intéressant. Nous avons fait gagner la 6 heures à l'Estoril, la dernière course l'année dernière, et c'était très très bon. Dans la lutte pour le titre, clairement, ça se joue entre Ferrari et Porsche, comme souvent en endurance. Ce circuit-ci de Dijon, c'est plus un circuit pour Ferrari ou pour Porsche? Je pense que la Ferrari, c'est sûrement en bonne situation, spécialement la GT2 de l'écurie Vision, voilà, parce que la GT2, c'est évidemment une voiture clairement plus vite que toutes les voitures qui sont ici. C'est pas un GT3, c'est un GT2, avec les ABS et l'équipage, il roule très bien aussi. Je pense que ça sera très difficile d'être chez cette voiture-là. La nouveauté de ce rendez-vous dijonnais, c'est l'intégration au plateau GT de voitures d'exception comme par exemple cette Pescarolo du Speed Dreams Racing. On retrouve sur la grille de départ la Ferrari Vision numéro 2 en pôle. Et leurs rivaux au championnat, les Lafargue, sont eux seulement 7e. Au départ, la Ferrari conserve l'avantage de la pôle, mais rapidement, la Pescarolo de Dacuna prend le commandement de l'épreuve. On revoit le départ depuis la Porsche de Patrice Lafargue. Il s'élance parfaitement, il va gagner 3 places en 3 tours. Il est en passe de revenir rapidement au contact de la Ferrari de Pagny-Perrier-Bouvet, mais la silhouette numéro 20 reprend la piste à la perpendiculaire et anéantit la course des champions en titre. Belle performance de la magnifique Mercedes numéro 70. C'est le gentleman driver Edwin Stuckey qui a pris le départ. Au jeu des passages au stand, il ramène la voiture en première position après 45 minutes de course. J'ai un peu raté mon départ. Ensuite de ça, la voiture était vraiment parfaitement réglée. C'était vraiment extraordinaire à rouler avec. Elle était stable, elle tenait bien. C'est un bon boulot des mécanos et du réglage. Retour en piste, après 1 heure de course, c'est la Pescarolo qui mène le bal. Elle est suivie par la Ferrari Visium. 3e place pour les étonnants De Martin et Salvador. La Ferrari AF Corse de Montermini est 4e. En 5e position, l'autre Mosler espagnol de Canaroglu et Campos. Thierry Perrier achève son relais, il a tourné comme une horloge, c'est confirmé, la F458 est à l'aise sur ce tracé. L'aéro joue énormément ici et cette voiture est douée pour l'aéro, pas trop douée pour les circuits de relance. Mais là, ici, c'est un peu notre terrain de jeu. Maintenant, ça se dégrade un petit peu sur l'arrière, ce qui est normal de toute façon. Mais elle est vraiment très très bien ici. Les 2 Mosler du team Escuela Espanola de Pilotos réalisent leur meilleure course de l'année. Elles appartiennent à la catégorie GTV2 pourtant. Et en tirant des relais plus longs, elles vont truster les 2 premières places de l'épreuve pendant plus d'1 heure, c'est-à-dire tout de même un tiers de la course. Il y a une voiture, la numéro 9, qui doit faire un autre passage par les pit lane. Et pourtant, il va perdre possiblement la situation. On va changer aussi de pilote parce que c'est très fatigué. À 1 heure du terme, Andrea Montermini est dans les starting blocks. Il le sait, la lutte pour la victoire va se jouer entre lui et le pilote de la Ferrari Visium, Jean-Bernard Bouvet. La lutte par chrono interposé est superbe. Quand l'un claque un temps, l'autre lui réplique. Bouvet prend la tête de la course. Montermini est 3e. Les autres pilotes autour d'eux sont aux premières loges du spectacle. Au final, rien n'y fera. C'est Bouvet, Pagny, Perrier qui l'emportent. Et comme toujours, Jean-Bernard aura donné le coup de boost final. Dijon, j'aime bien. Par contre, j'ai fait une petite faute. Ça m'arrive pas souvent. Je fais un petit tête à queue sans gravité. Bon,
Je m'excuse auprès de l'équipe, mais voilà, on a fait un bon boulot, merci à tout le monde. Et puis cette victoire représente pour Seb, mon ami qui est mort au rallye du Maroc. Voilà, je lui dédie. Merci. Merci. Deuxième place et victoire en GTV2 pour le tandem Canaroglu-Campos qui a vécu intensément les dernières minutes de course. C'était très stressant parce que le moteur avait des ratés, on perdait du temps, mais à la fin, c'est bon. Et sur la troisième marche du podium, Cordoni, Zanutini, Montermini. La voiture allait bien à la fin de la course, nous avons poussé beaucoup, mais c'est impossible contre la GT2, c'est trop... Avec Kevin Paul Besançon, l'un des pilotes de la voiture numéro 30, voiture qu'il partage avec Thomas Carry et Jean-Ludovic Foubert. Vous êtes premier ex-aequo au championnat, 67 points et demi. Premier ex-aequo avec la famille Lafargue. Comment est l'ambiance? Est-ce que vous êtes un peu tendus tous? Non, très bonne ambiance. On pense pas trop au championnat en ce moment. On prend la course de Dijon comme elle vient maintenant et on pensera au championnat après. Premier ex-aequo donc, devant vous c'est une Ligier, derrière vous c'est le Graf Racing également avec une Ligier, ils sont pas très loin, hein. Ils sont à 4 points et demi exactement. Est-ce que vous vous sentez en danger, vous avec votre Norma? Est-ce que vous sentez la dangerosité des Ligiers? Bien sûr, c'est des voitures très perfo, des équipages très perfo, donc il va falloir faire du mieux qu'on peut, aller chercher des podiums, des victoires, voilà, parce qu'il y a un joker, donc un décompte qui est réalisable sur une course du championnat, chose qu'aujourd'hui on n'a pas vécu encore, et donc ça va être compliqué pour le championnat, mais ça va le faire. Qu'est-ce que les Ligiers ont de plus que les Normas? Sur quoi elles vous dérangent? C'est compliqué parce que ça dépend des circuits. Aujourd'hui, circuit de Dijon, on est plutôt pas mal en aérodynamisme, donc c'est un circuit qui nous va bien. Les Ligiers sont certainement en moteur un poil mieux. Donc effectivement, aujourd'hui, on s'en sort sur cette piste plutôt pas trop mal. Voilà, c'était pas la même chose à Motorland par exemple. Cette course, eh bien, elle s'annonce très chaude, très disputée. On en regarde tout de suite le résumé. Revenons d'abord rapidement sur les essais et la casse dont est victime la Graf Racing de Trouillet, Clairet, Perrois. Par sécurité, l'équipage partira avec le mulet. Autre incident d'avant-course, la voiture de Danielou, Molini et Wolf doit quitter la grille pour repasser par le box. Elle partira donc de la voie des stands. En pôle, on retrouve la 35 du team Ultimate. Le Timide Export a placé sa première voiture 3e sur la grille. Après l'accident de ce matin avec la Porsche, on remet les compteurs à zéro. Au départ, j'étais pas trop pour 2 courses dans la même journée, mais en fin de compte, ça tombe plutôt bien. On va essayer de faire quelque chose pour oublier et puis on va se faire plaisir. Au départ, Yann Clairet subtilise la première place à Pierre Nicolet. Ensuite, il va très rapidement accroître son avance de manière impressionnante. Très longtemps, il restera le seul pilote à rouler sous la minute 15. C'est Dimitri Anjalbert qui a pris le départ sur cette numéro 17. Il est le pilote pro de l'équipage qu'il forme avec les Lafargue. Il fait le boulot, 2e, il tente de rejoindre Clairet, l'homme de tête. Mais Gary Findlay, sur la numéro 91, lui complique la tâche. Pendant 20 minutes, ils vont se tirer la bourre pour le plus grand plaisir des spectateurs dijonnais. Sortie de la numéro 7, c'est le premier safety car qui entre en piste et qui va annihiler le superbe début de course de Clairet. L'équipage de la 30 la joue stratège. Ils doivent passer à 7 reprises par la voie des stands. Ils entament la série très tôt dans la course. Nous avons opté depuis le début de saison pour une stratégie, on va dire, assez sécurisante pour notre gentleman driver, Jean-Ludovic Foubert, qui a un très bon rythme. Donc nous avons choisi de faire partir Ludovic et surtout de lui faire une pénalité, sachant que suivant les catégorisations de pilotes, on a plus ou moins de drive-through à faire suivant la course. Et donc de lui faire une pénalité, qui parte tout seul, qui se mette dans le rythme progressivement et sans danger. La TFT numéro 8 est plantée dans le bac à gravier. Philippe Iliano, bien malgré lui, engendre un nouveau safety car. Après son excellent début de course, en est terminé des espoirs de bons résultats pour la Graf Racing 91. C'est la pompe à essence qui fait défaut.
Ensuite, 2 voitures majeures sont lourdement endommagées. L'Ultimate numéro 35 à l'avant et la TFT numéro 8 à l'arrière. Explication. Il y a eu une procédure safety car, donc Alain Ferté dans l'auto a ralenti et voilà, se mettait vers le safety car. Et dans la 35, Pierre Nicolet en fait a pas regardé au bon moment, il est arrivé pleine balle, donc il lui a rentré très fort dans l'arrière. Donc heureusement Alain n'a rien, parce que c'était un gros choc. Donc voilà, écoute, c'est une course qu'il ne veut pas aujourd'hui, donc bon, le principal, il n'y a pas de blessés et on essaie de réparer pour repartir, on verra si c'est possible ou pas. Coup de chapeau à l'équipage de la 56. En 2 heures, ils sont passés de la dernière à la première place. La chance veut enfin sourire à Dominguez, Tardieu et Wozniak. Par contre, pour l'équipage de la 15, après un début de course superbe, c'est la malchance qui s'abat sur l'équipage. William Cavaillès était au volant quand de l'huile s'est déversée sur les pneus arrière. La voiture repartira pour finalement abandonner. Pendant ce temps, la voiture sœur du team IDEC caracole en tête. Les Lafargue et Ange Albert mènent solidement la course, même si tout a failli soudainement basculer. Un pneu qui éclate, ouais, c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais on a des gros problèmes de pneus là sur notre voiture. On use beaucoup. Bon, c'est comme ça. Après, on n'a pas vraiment un pneu très bon à remettre à la place, donc on continue à perdre du temps à la relance. Ah, c'est un week-end compliqué, mais bon, il en faut, hein, ça fera que motiver pour les prochaines courses. Chez CD Sport, la stratégie paye. Souvenez-vous, ils ont rapidement évacué 2 de leurs 7 drive-thru obligatoires. C'était lorsque le Gentleman Driver était au volant. Ensuite, Akari et Baul Besançon ont aligné des chronos impressionnants tout en marquant 4 autres passages par la voie des stands. Résultat, à un quart d'heure du terme, ils sont premiers, mais ils doivent encore marquer un arrêt. Derrière eux, à une poignée de secondes, les Lafargue n'ont plus de drive-thru obligatoire. Mais l'avance de Kevin Baul Besançon était suffisante. Il marque son dernier passage par la pit lane, ressort en tête et l'emporte avec 6 secondes d'écart à peine. Ah, c'est bon ça. La radio marchait pas, donc en fait dans le tour de décélération je pensais que j'étais deuxième. Et en fait on vient de m'annoncer que je suis premier, donc tout est génial quoi. Ça s'est joué à pas grand chose. Bon, voilà, c'est la course. Bon, on aurait voulu faire autre chose que 2, mais bonne course et bonne bataille. Donc non, bien joué CD Sport. Et on va remettre ça bientôt. La 3e place revient à Kubrick, Beck et Michel, et en plus, ils remportent la catégorie prestige. On est très contents, c'est même un peu mieux que l'objectif. Et je voudrais remercier mes 2 coéquipiers parce qu'ils ont été très bons. Moi j'ai fini le travail, c'est tout. Podium final et photo de famille pour les acteurs de cette dernière course du week-end dijonnais. Et c'est avec les protos que l'on se quitte. Prochain rendez-vous avec le V2V, eh bien ce sera à la fin du mois d'août parce que là maintenant, eh bien c'est la trêve estivale pour les acteurs du V2V. Et attention, parce que ce rendez-vous du Paul Ricard à la fin du mois d'août, eh bien il sera de coefficient 2. Je vous souhaite un bon été avec Motors TV. Salut.